Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'épaisseur de la neige est assez impressionnante au mois de janvier à Saint-Pétersbourg. Nous sommes le 27 janvier 1837, une date que les russophiles et les russophones connaissent bien, puisque c'est une date qui est devenue d'une certaine manière historique non seulement pour la littérature russe, mais pour l'histoire complète du pays. Il est un peu plus de midi, un traîneau est en train d'avancer sur les quais de Saint-Pétersbourg, bruit de craquement de clochettes, et dans sa pelisse, l'occupant du traîneau aperçoit un camarade de lycée. Il s'appelle Danzas, ce camarade. « Ah, Danzas, lui dit-il, j'ai grand besoin de toi, j'allais justement jusqu'à ton domicile. Est-ce que tu peux monter dans le traîneau? Accompagne-moi jusqu'à l'ambassade de France. Tu seras le témoin d'une explication. » Vous avez bien compris que nous sommes en train de parler de Pouchkine, du grand auteur qui va se lancer dans un duel qui lui sera fatal. Alors on n'en est pas encore là. À l'ambassade, les deux jeunes hommes sont reçus par monsieur d'Archiac qui représente les intérêts de Georges Dantès. Oui, il s'agit bien d'un duel d'honneur, donc il y a des témoins qui représentent les intérêts des deux duellistes. Le duel aura lieu au pistolet. Danzas est terrifié parce qu'il découvre, il a la mort dans l'âme, mais que peut-il faire? Il accepte d'être le témoin de Pouchkine et avec Archiac, eh bien, il établit le règlement de ce duel qui va avoir lieu là, le jour même. Il rejoint aussitôt Pouchkine chez lui, au numéro 15 du quai de la Moïka, et puis ça y est, on se prépare, on s'habille, on se pare, si je puis dire, pour le grand duel. Le rendez-vous a été fixé à la confiserie Wolf à 4 heures du soir. Autant dire qu'il commence déjà à faire nuit au mois de janvier à Saint-Pétersbourg. Et depuis la confiserie, on prend la direction de Novoï Drevnia, ce qui veut dire le village neuf. Entre-temps, Danzas a pu se procurer 2 pistolets. Vous en avez entendu parler de ces pistolets longs et brillants, puisqu'ils étaient au musée d'Amboise, d'où le président Mitterrand les avait fait sortir pour les offrir à la Russie, pour les offrir à Mikhaïl Gorbatchev en signe d'amitié et pour saluer ce qu'on appelait à l'époque la politique de la glasnost. Ce jour-là, donc ce 27 janvier 1837, l'air est particulièrement froid. Sur le quai du Palais, les deux équipages se croisent. Ça pourrait être la dernière chance d'éviter le pire, mais non, les choses doivent aller leur cours. Et Danzas est très mal, il craint pour son camarade. Il faut vous dire qu'il l'admire tant, ce Pouchkine. Il a pour lui une telle admiration, et depuis si longtemps, précisément depuis un certain jour de 1815. Franck Ferrand sur Radio Classique. 22 ans plus tôt, en effet, en 1815, on était au lycée impérial de Tsarskoye Selo, pas n'importe quel lycée, puisque les 30 élèves qui étaient là dans la classe étaient choisis parmi un certain nombre de jeunes nobles destinés aux plus hautes charges de l'État, et il y avait un jeune homme qui avait à peine 16 ans, il était né en mai 99, il s'appelle Alexandre Sergueïovitch Pouchkine. Il est le fils de l'amusant Sergueï Pouchkine et de la charmante Nadejda. On peut dire qu'il est déjà très introduit à la cour. Sa mère, la mère d'Alexandre, n'a pas été très aimante, c'est le moins qu'on puisse dire, et il a eu tendance tôt à se réfugier dans la bibliothèque de son père, où il a découvert les grands ouvrages de la littérature, et notamment ceux de la littérature française. C'est ce qui explique que plus tard, entré au lycée de Tsarskoye Selo, qui est une véritable pépinière de poètes, il va faire ses armes comme littérateur, avec une activité fébrile chez ces jeunes gens qui rédigent des poèmes, des odes, des nouvelles, etc. Activité littéraire, vous l'aurez compris. Or donc, le 8 janvier 1815, le ministre de l'Intérieur, le métropolite, plusieurs généraux, enfin toutes sortes de personnalités sont là pour le gala de l'école en présence du grand poète Derzhavin, qui est en quelque sorte un peu leur idole à tous. Le directeur appelle le plus brillant de ses élèves et c'est Alexeï Sergueïovitch. Et à ce moment-là, Derzhavin, ayant lu ce que lui avait fourni le jeune Pouchkine, va dire à tous les camarades qui sont là: retenez bien son nom, c'est lui désormais que vous saluerez comme le grand poète.
voyez à peu près à quoi ressemble Pouchkine avec son visage triangulaire, hein, ses cheveux très crépus du fait du sang africain de sa mère. Sa mère était la petite fille de ce serviteur de couleur qui avait été auprès du tsar Pierre le Grand. Il est assez maigre, Pouchkine, avec un teint donc tout à fait basané. Il va fournir très vite des textes extraordinaires aux plus grands littérateurs de son temps. Et Derzhavin a les larmes aux yeux, l'embrasse littéralement lorsqu'il a lu les souvenirs de Tsarskoye Selo. Et voilà que maintenant, 22 années plus tard, en 1837, Pouchkine et Danzas arrivent à la maison dite du commandant sur les coups de 5 heures dans le jour déclinant. Dantès, qui est donc le rival de Pouchkine, et son témoin, Darchiak, sont là. Ils sont arrivés à peu près en même temps. Ils marchent dans une neige épaisse et molle, avec une brise glacée. Le moment est funèbre, il est terrible, et l'emplacement choisi pour le duel, la clairière, se trouve à environ 300 mètres de la route, ce qui fait qu'on marche avec de la neige quasiment jusqu'aux genoux. Les deux duellistes se mettent maintenant à distance. Alors il y a d'un côté ce Français immigré, Georges Dantès. Il a 24 ans, il est grand, il est blond aux yeux clairs. Il porte beau, disons-le, sous son castor, dans son bel uniforme blanc des chevaliers gardes. Oh, il se rappelle une prédiction, Pouchkine, une prédiction que lui avait faite un jour une vieille Allemande qui voyait dans l'avenir et qui lui avait dit qu'il fallait se méfier absolument d'un weißer Mensch, d'un homme tout blanc, n'est-ce pas? Eh bien, il est blanc. Celui qui va en quelque sorte devenir le signe pour lui du destin. En face, nettement plus âgé, Alexandre Pouchkine, donc qui a 36 ans, avec ses cheveux ébouriffés, ses grands yeux, ce visage dévoré par les favoris, lui porte une pelisse de peau d'ours. Alors, est-ce qu'il pense, au moment de se mettre en place au duel, qu'il avait imaginé naguère, mettant aux prises le gandin Eugène Onéguine et le poète Lenski. Dans l'œuvre, c'est le dandy qui tuait le poète. Dans la réalité, Dieu ne va pas permettre que le plus grand poète de Russie soit ainsi descendu pour une histoire idiote, car vous allez la découvrir. L'histoire, c'est une simple histoire d'adultère. On n'imagine pas que ce simple gamin, ce freluquet, étranger de surcroît, vienne mettre un terme au plus grand destin de la littérature russe. Alors à quoi pense-t-il, Pouchkine? Est-ce qu'il revit les grandes étapes de sa vie? Une vie qui avait commencé lorsqu'il était véritablement commencé, je devrais dire, quand il avait 18 ans et qu'il était jeune fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, profitant à l'époque de tous les plaisirs pétersbourgeois et s'étourdissant dans le tourbillon des salons et les tripots de la capitale russe. Lui-même était un dandy à cette époque, mais moins superficiel et inoffensif qu'en apparence, car les épigrammes contre le régime rendaient évidemment un certain nombre de hauts personnages totalement fous. Il faut dire que certaines des épigrammes visaient le ministre Arakcheyev, qui à l'époque était le maître véritable de la Russie, celui sur lequel le tsar Alexandre Ier avait fait reposer l'essentiel des grandes responsabilités et qui rêvait, disons-le, de transformer la Russie en caserne. Alexandre Ier avait fini par avoir vent des manœuvres, vent des écrits séditieux de ce Pouchkine. Il avait déjà envoyé en Sibérie un certain nombre des amis du poète, dont Joukovski, et finalement, on l'avait envoyé lui-même, Pouchkine, dans les provinces du Sud. De là, il avait pu partir pour le Caucase avec la famille du général Raïevski, qui avait 2 filles charmantes. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Pouchkine était un véritable don Juan. Il avait fini par aller s'ennuyer dans la ville moldave de Kitchinev, avant de se retrouver à Odessa, où le gouverneur avait une bien jolie épouse, la comtesse Vorontsova. Oh, elle est tellement belle qu'elle inspire le poète. Elle va lui donner envie d'écrire Le prisonnier du Caucase, et puis Les frères brigands. Rien de ce que vit Pouchkine ne peut faire autrement que devenir le sujet d'une nouvelle, d'un roman, de quelque chose de fort ou de grand, d'une pièce de théâtre surtout. Il
Il y a dans le style de Pouchkine une musicalité très particulière qui ne peut s'entendre en vérité que dans la langue russe. Я не говорю по-русски, je ne parle pas russe pour ce qui me concerne, mais j'ai eu l'occasion d'entendre psalmodier de ces merveilleux poèmes qui, à la prosodie si particulière, ajoutent par ailleurs des emprunts au vocabulaire le plus neuf, le plus quotidien. On y parle d'orties, de lait caillé, de bottes, de choses qui jusqu'alors n'avaient pas eu leur place dans la littérature et qui vont donner au style de Pouchkine une saveur très particulière. Il y a le fond également, et c'est un fond qui souvent pose problème puisqu'il est volontiers séditieux sur un plan politique. Il y a même une des lettres de Pouchkine dans laquelle il met en doute l'immortalité de l'âme. Il ne fait pas bon se montrer ainsi hérétique dans la Russie du très religieux, du très pieux tsar Alexandre Ier qui, informé de la question, fait déporter, en tout cas fait exiler, pour être plus juste, le jeune littérature chez ses parents à Mikhailovskoye. Il y arrive en août 1824 et découvre au fond des bois une sorte de petite maison de rondins un peu isolée. Il y a une rivière à côté dans laquelle il lui arrive de prendre des bains glacés. Et que fait Pouchkine? Eh bien, comme d'habitude, il écrit et le soir, à la veilleuse, il se laisse raconter plutôt des histoires du folklore russe dont il fera lui-même ensuite son miel. Ce langage simple et savoureux et coloré, c'est la base même de ce qui va devenir cette langue de Pouchkine, une langue très différente du russe qu'on avait connu jusqu'alors, qui était très littéraire, très guindé. Voici un russe populaire qui est en même temps très agréable. Évidemment, ça va donner naissance à de grandes choses. Un grand poème, Eugène Onegin, vous avez entendu l'opéra qu'en a tiré Tchaïkovski, un drame historique également, le Boris Godounov, bien connu. Voici ce que nous dit Henri Troyat. Dans cette évocation barbare et grandiose de l'ancienne Russie, Pouchkine multipliait les décors, changeait de style selon les personnages, opposait le langage courant au langage noble, heurtait les vers et la prose, éclairait la foule et soudain concentrait toute la lumière sur un protagoniste isolé. Malgré la discordante apparence des effets, une unité psychologique intense dominait l'ensemble. Et c'est cette unité psychologique qui prend littéralement le lecteur et qui va faire souche et qui va faire école dans la littérature russe. Nous sommes dans la période très troublée de la succession d'Alexandre Ier. Le tsar est mort à Taganrog, en tout cas on a dit qu'il était mort, je ne vais pas entrer dans cette histoire, dans ce mystère historique. C'est son frère Constantin, vice-roi de Pologne, qui selon le droit d'aînesse devrait normalement lui succéder, mais il avait été établi précédemment que Constantin renonça au trône. Et c'est donc le frère d'Alexandre, Nicolas, qui devient l'empereur. Alors, Nicolas avait fait prêter serment aux officiers alors qu'il était lui-même à Saint-Pétersbourg. Il leur avait fait prêter de serment d'allégeance à Constantin et l'autre en avait fait autant. Il y a donc une période de trouble, d'incertitude et de flottement du pouvoir dont ont profité un certain nombre d'officiers qui, le 14 décembre, soulèvent la garnison. Ces officiers libéraux, comme on est en décembre, eh bien, on va les appeler les décembristes. Et la révolte des décembristes va être littéralement noyée dans le sang par le nouveau tsar Nicolas Ier. 500 conjurés sont pendus, beaucoup sont des amis de Pouchkine qui lui-même regrette d'avoir adressé au nouveau tsar une supplique pour en rentrer en grâce à Saint-Pétersbourg. Or, dans la nuit du 3 septembre 1826, une estafette se présente à la Maison de Bois avec ordre de le conduire directement à Moscou où le tsar Nicolas Ier voulait s'entretenir personnellement avec lui. Là, les choses paraissent mal engagées. Pouchkine arrive à Moscou le 8 septembre de cette année 1826. La révolution de décembre, c'était décembre 1825. Il arrive à Moscou. Tel qu'il était transi, fourbu, crotté, nous dit Troyat, il fut traîné au palais et conduit dans le cabinet du monarque. Le visage blanc, l'œil bleu, froid et vif, Nicolas Ier cambra sa haute taille et s'avança en souriant vers le nouveau venu. « Qu'écris-tu donc en ce moment ?» Presque rien, balbutia le poète. La censure est
très sévère, sire. Pourquoi écris-tu des choses que la censure ne laisse pas passer ? C'est qu'elle interdit les choses les plus innocentes. » Et Nicolas Ier a un grand rire, un rire bref en même temps. Il dit « Soit, désormais, c'est moi qui serai ton censeur. Envoie-moi personnellement toutes tes œuvres. » Puis, prenant familièrement Pouchkine par le bras, il sortit de la pièce et annonça aux courtisans qui se pressaient dans l'antichambre « Messieurs, voici un nouveau Pouchkine. Oubliez l'ancien. » Et lorsqu'il sort de là, Pouchkine se dit « Mais c'est bon, il a maintenant l'aval du tsar, il va pouvoir connaître de nouveau la liberté. » Non, c'est un malentendu. En fait, il sera partout suivi par la police qui épie son moindre geste. Il lui faut envoyer la moindre des lignes qu'il peut écrire au tsar. Par exemple, à propos de Boris Godunov, voilà ce que propose le tsar, de transformer sa comédie en nouvelle ou en récit historique dans le genre de Walter Scott. Ah bon ? C'est-à-dire qu'en même temps, le tsar ne se mêle pas seulement de politique et de censure, il se mêle carrément de conseils littéraires. Il devient un éditeur d'une certaine manière. La police va saisir un autre des poèmes de Pouchkine qui s'appelle André Chénier, qui est accusé de décembrisme. Et il se trouve que dans la Gabriellade, il a mis en cause, il ne s'est pas moqué, mais en tout cas, il a mis en cause le dogme de l'Immaculée Conception et ça va lui valoir un interrogatoire terrible qui pourrait d'ailleurs le conduire à la prison perpétuelle. Ça ne l'empêche pas de composer encore et toujours, et notamment ce grand poème Poltava. Et puis, sur un coup de tête, voilà le poète qui part pour le Caucase, où les Russes sont en train, à l'époque, de vaincre les Turcs. C'est vers ce moment-là qu'il va tomber fou amoureux de la toute jeune Natalia Nikolaïevna Goncharova. Elle a 16 ans à l'époque, elle est belle, c'est un peu écervelée, il faut bien le dire. Elle les conduit en 1829 et il se trouve que au printemps 1830, il la retrouve. Il est en retraite, lui, chez ses parents, dans le gouvernement de Nijni Novgorod, où il est venu s'installer en dépit du choléra. C'est là qu'il va écrire La Maisonnette de Colonna et les 2 derniers chants d'Eugène Onegin, qui sont d'un réalisme assez extraordinaire. Je vous cite quelques vers pour vous donner une idée. Dans notre cour, non loin de la clôture basse, pour distraire nos yeux, 2 pauvres arbrisseaux, rien que 2 arbrisseaux, encore l'un des 2 est-il dénudé par la récente averse, et le feuillage jaune et détrempé de l'autre ira au premier vent joncher la flaque d'eau. Vous voyez qu'on est très loin de l'inspiration littéraire élégiaque très élevée qu'on avait pu connaître jusqu'alors dans la littérature. Décembre 1830, Alexandre Pouchkine rentre à Moscou et il va pouvoir bientôt, en février 31, épouser sa Goncharova. Et c'est le moment où il vit, je vous parlais de cette vie de patachon, les balles, les réceptions, les grandes soirées en toutes sortes. C'est une sorte de spirale plutôt descendante et qui va aspirer Pouchkine, une spirale, disons-le, dans laquelle il se perdra. Il y a, dans le milieu de ces années 1830, à la cour de Saint-Pétersbourg, un certain Georges Dantès, baron de Ekeren. Il a 24 ans, le jeune homme en question, je vous l'ai dit, il est assez fortuné. C'est un Français qui était né à Colmar en 1812, qui a fait Saint-Cyr, qui a pris du service en Russie. Il a été adopté par le baron de Ekeren, l'ambassadeur de Hollande, ambassadeur à Saint-Pétersbourg, et il a hérité tout de cet ambassadeur. La fortune, le titre, le nom, ce qui lui permet de mener dans les hautes sphères russes une vie tout à fait confortable et amusante en multipliant les aventures retentissantes que sa belle allure lui permette de collectionner. Il se fait assez vite une réputation de Don Juan et l'on dit, est-ce que c'est vrai ? Et l'on dit à la cour et à la ville qu'il ferait une cour assidue à Natalia Goncharova. À cette même date, le tsar Nicolas comble de faveur celui qui est devenu littéralement son historiographe, le fameux Alexandre Pouchkine. Pouchkine a 37 ans, donc il s'est beaucoup abîmé dans cette haute société où il a tout connu et tout vécu. Et il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite à son sujet, c'est qu'il est extrêmement, affreusement jaloux de sa femme. Alors, on ne sait pas exactement s'il avait des raisons de douter de la fidélité de Natalia Goncharova. Toujours est-il qu'elle était son épouse depuis 5 ans, vous l'aurez compris. Toujours est-il qu'il est jaloux et que le moindre yad, que le moindre geste un peu dépassé, immédiatement le met dans des états extravagants. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et voilà que, le matin du 4 novembre 1836, il reçoit par la poste, Alexandre Pouchkine, une lettre anonyme. Et voici comment elle est conçue. Les grands croix, commandeurs et chevaliers du Sérénissime Ordre des Cocus, réunis en grand chapitre sous la présidence du vénérable grand maître de l'ordre, son excellent Narishkin, ont nommé à l'unanimité M. Alexandre Pouchkine coadjuteur du grand maître de l'ordre des Cocus et historiographe de l'ordre. Vous imaginez la violence de ce mot. Évidemment que Pouchkine est outré non seulement de l'insulte qu'il reçoit de la part d'on ne sait qui, il s'est fait tellement d'ennemis dans cette haute société russe depuis tant d'années maintenant, mais surtout il est outré par le fond même de ce qui est dénoncé. Ainsi, on dit que sa femme le tromperait et quand il se renseigne, il comprend très vite que ce qui est dénoncé, ce sont les assiduités de ce jeune officier français. Il essaie de se calmer, il essaie de se raisonner. C'est pas très facile quand on est maladivement jaloux. Et voilà qu'une seconde lettre anonyme survient qui confirme le contenu de la première et qui ajoute un certain nombre de détails tellement troublants qu'il finirait presque par convaincre Alexandre de leur justesse et de leur véracité. Et puis arrive une troisième lettre, toujours aussi anonyme, toujours aussi meurtrière dans les effets qu'elle va finir par avoir. Lettre qui lui révèle le nom de son rival. Cette fois, ce n'est pas seulement un officier français, on lui dit qu'il s'agit du baron Dantès de Ekeren. Alors là, Alexandre a bien l'intention d'aller se venger. Il se précipite donc et demande raison, demande réparation, comme on disait à l'époque. Alors, Dantès est affligé par l'ignominie du procédé. C'est vrai qu'il entretient, et il le reconnaît bien volontiers, les relations intimes, non pas du tout avec la femme d'Alexandre, mais avec la sœur de celle-ci. Et d'ailleurs, c'est bien simple, il la demande sur le champ en mariage. Oui, il demande à Pouchkine la main de sa belle-sœur. Bon, Pouchkine est un peu rasséréné, il accepte et le mariage a lieu et les choses ont l'air de rentrer dans l'ordre pour un peu. Les deux beaux-frères finiraient même par bien s'entendre. Sauf qu'il y a toujours là, tapis dans l'ombre, ce corbeau, cet accusateur anonyme dont des siècles d'investigation n'ont pour le moment pas permis d'éclaircir l'identité. Et voilà que dans les premiers jours de 1837 arrive donc une quatrième lettre qui va pousser cette fois Pouchkine au paroxysme de la jalousie et aussitôt il adresse à son beau-frère un billet dont les termes sont offensants, c'est une injure et évidemment quand il y a injure il doit y avoir réparation et voilà comment nous en arrivons à cette affaire de duel organisée comme je vous l'ai dit en janvier 1837. À l'aube du 26 janvier 1837, au village nouveau, donc à Novoï Drevnia, sont réunis à 4 km de la capitale les traîneaux qui ont apporté les témoins et les deux duellistes. Il neige dru. Il y a là tout le nécessaire pour organiser ce duel et dans la neige jusqu'aux genoux, je vous l'ai dit, jusqu'au signal du feu, les deux duellistes vont s'installer et se mettre en joue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le baron Dantès a l'air parfaitement maître de lui-même. Il est calme, il fait pourtant froid, il ne tremble même pas. Il fait quelques pas, il lève son pistolet, il tire. Pouchkine s'écrase dans la neige et déjà il perd son sang. On voit ce sang qui rosit la neige, qui se répand comme ça sur l'épaisseur blanche et Dantès et les témoins se précipitent au secours de Pouchkine qui se redresse sur un bras et qui hurle à l'adresse de celui qui reste son antagoniste. « Arrête ! Arrête, porc ! J'ai encore le droit de tirer !» L'officier n'en croit pas ses oreilles, il regagne sa place. Les témoins s'écartent en hâte. Et c'est un moment de suspens terrible, c'est un moment d'ineffable angoisse, le moment qui cristallise l'angoisse de tous ceux qui assistent à tous les duels du monde. Il est tordu de douleur, Pouchkine, il a les yeux exorbités, on ne sait pas si c'est par l'effort ou par la haine. Il est là, haletant, à demi enseveli, il ramasse son arme dans la neige, il s'appuie sur son bras gauche, il vise celui qui ne l'oubliait pas, et par ailleurs son beau-frère. Et il presse la détente, et voilà que le coup ne part pas. L'humidité, sans doute, a altéré les amorces, toujours est-il que Pouchkine exige un second pistolet. Dans un ultime effort, ayant armé ce nouveau pistolet, il vise,
et ça y est, il fait feu, et voilà que l'autre tourne sur lui-même. Il est touché à l'épaule, il s'effondre. « Mort !» dit l'écrivain qui crie sa joie. « Il est mort, merci mon Dieu !» Et il retombe, il est complètement évanoui cette fois, Pouchkine. On va le transporter dans la maison et il va vivre là 3 jours d'une agonie interminable et épouvantable. On croit toujours que les victimes de duel mouraient sur le coup. La preuve que non, 3 jours terribles de souffrance. Et c'est le 29 janvier seulement de cette année 1837 qu'il finit par succomber à sa blessure. Et le baron d'Antès, me demanderez-vous, eh bien lui va se tirer d'affaire, figurez-vous. Évidemment, il a commis l'irréparable avec ce duel. Il est obligé de s'enfuir de Russie en attendant plus tard une amnistie. Il rentre en France, il sera député à la Constituante et à la Législative en 48 et 49. Puis il sera, sous le Second Empire, sénateur d'Empire de 1852 à 70. Et même il aura l'occasion de retourner en Russie, figurez-vous, puisque Napoléon III, l'ayant chargé d'une mission extraordinaire auprès du tsar, il saisira cette occasion de retourner sur ce qu'on doit pouvoir appeler, les lieux du crime. Vous écoutez Radio Classique.